Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, bilan de fin de saison. Et dans ces vidéos top 10 de fin de saison, eh bien on s'attaque aujourd'hui aux retraités, les top 10 des retraités de la saison, que ça soit chez les garçons et chez les femmes. On les met dans la même catégorie, on essaiera de voir bien qui a marqué de son empreinte l'histoire du cyclisme, que ça soit par sa dernière année chez les professionnels ou pour sa carrière tout entière, que ça soit des leaders, des équipiers. Il y a un petit peu de tout du côté de ce classement. On essaiera de prendre l'entièreté de la carrière et puis surtout leur importance pour moi dans l'histoire du cyclisme, que ce soit l'histoire moderne du cyclisme ou parfois l'histoire même un petit peu plus ancienne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous auriez mis, ou dans ce top 10, quel aurait été votre top 10, ou si vous êtes d'accord avec mes choix, ou s'il y a quelqu'un qui manque dans ce classement. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, et bien plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Et je remercie les gens qui se sont abonnés, notamment pour les vidéos Vendée Globe. On commence tout de suite avec les retraités de la saison. Donc on ne prend en compte que les coureurs qui sont retraités à la fin de cette saison 2024. Ça ne concerne donc pas Romain Bardet qui prendra sa retraite en 2025. Donc on parlera de la Romain Bardet certainement pour le classement de l'année prochaine. Voilà, il faut bien que le coureur ait annoncé qu'il prenait sa retraite, donc que ça soit indiqué comme retraité sur Pro Cycling Stats, ce qui est, encore une fois, lorsque je fais cette vidéo, nous sommes le 24 novembre, la liste a été faite un petit peu avant, le 22, vers le 20 novembre. Donc peut-être que depuis, des coureurs ont annoncé leur retraite. Mais encore une fois, il faut faire des choix au bout d'un moment. Et donc c'est les coureurs retraités au 20 novembre. Donc annoncés comme retraités. Mais normalement, je pense qu'on a un petit peu tous les gros noms du peloton. Allez, on commence tout de suite avec le 10e de ce classement. Le 10e de ce classement, c'est Julien Simon. Julien Simon, le coureur de la Total Energy passé chez Cofidis, qui a commencé quand même sa carrière au Crédit Agricole. Et oui, c'était le dernier coureur en activité qui était passé au Crédit Agricole. Alors le Crédit Agricole, c'était une équipe ancestrale parce que pendant très longtemps, c'était la plus ancienne équipe professionnelle française parce qu'en fait, elle avait eu plusieurs sponsors. Il y avait eu le Crédit Agricole, elle s'était appelée avant Gann, Peugeot. C'était l'équipe Peugeot en fait de Raymond Poulidor notamment et de Tom Simpson dans les années 60-70. Donc voilà, c'était une équipe peut-être la première équipe professionnelle de l'histoire du cyclisme français. Et c'est vrai que quand elle s'était arrêtée en 2008, ça avait fait un petit peu un cataclysme à l'époque, surtout que c'était une grosse équipe. C'était au-dessus, c'était la plus grosse équipe française. C'était la première équipe à être un petit peu internationale. Et ça avait mis en difficulté pas mal de coureurs. Par exemple, dans cette équipe, vous aviez Mark Renshaw, le poisson pilote de Mark Cavendish, avec Simon Gerrans en 2008. Et donc, il y avait le petit Julien Simon qui commençait sa carrière chez les professionnels. À l'époque, il était tout jeune. Julien Simon, il avait 22 ans. Alors, il était un peu plus âgé que Pierre Rolland et Konovalovas, qui a pris aussi sa retraite en passant. Mais Konovalovas n'a quasiment pas couru cette année. Donc le dernier à courir encore en 2024, parce que Konovalovas n'a pas couru en 2024, c'était Julien Simon. Et puis,
Donc déjà, il y a un côté marquant parce que c'était le dernier coureur qui était passé par Crédit Agricole, donc cette grande formation française. Mais aussi, du côté de Julien Simon, c'est peut-être le plus beau palmarès des Coupes de France. Il a un nombre de victoires sur les Coupes de France qui est assez dingue. Vous avez notamment 3 Grands Prix du Morbihan, 3 Tours du Finistère. Vous avez également le Grand Prix de Wallonie, le Tour du Doubs, également parmi son palmarès. Voilà, ça a été vraiment sa spécialité pendant des années. Il a fait aussi des belles structures, hein. Il a connu les débuts de l'équipe Source-Jacen à l'époque, hein, avec quand ça s'appelait Besson Chaussures. Il a connu la Cofidis à une époque où c'était pas forcément facile à la Cofidis. Et puis il a connu la Total Energy sur les dernières années de sa carrière. Il arrête à 39 ans, mais il arrête avec un beau palmarès. Ce qui lui manque, j'irai à son palmarès, c'est une victoire sur un grand tour. Il avait le profil pour avoir une victoire sur un grand tour. C'était un coureur qui avait une bonne pointe de vitesse, qui passait très bien les bosses, mais pas forcément eu l'ouverture. Il n'a pas fait non plus. Il a fait 8 Tours de France, 2 Vuelta, donc ce qui n'est pas si énorme que ça, hein, depuis 2008. Début de sa carrière, donc c'est pas si énorme que ça, mais oui, on peut retenir la saison 2022 et puis ses victoires en Coupe de France, ses victoires au général également du côté de la Coupe de France. Julien Simon, coureur qui était très discret. Julien Simon, c'est vrai que c'est pas le coureur dont on parlait le plus, qui a quand même une dizaine, 13 victoires à son palmarès. Et puis un bon coureur chez les professionnels. C'était pas forcément le coureur le plus connu, mais c'est vrai que ses talents de puncher lui ont fait vraiment gagner beaucoup de courses. Et encore une fois, hein, il a gagné la Coupe de France en 2014 et il a gagné également la Coupe de France en 2022. Voilà, parmi son palmarès. Puis les Coupes de France, c'était vraiment là où il était extrêmement bon. C'était là où il était le mieux sur ces épreuves-là. Donc pour son palmarès et aussi pour le fait que c'était le dernier coureur de l'équipe Crédit Agricole. Certains n'ont pas connu cette équipe, hein. Les moins de 20 ans n'ont peut-être pas connu cette équipe, mais l'équipe Crédit Agricole, c'était vraiment une équipe importante avec Tourousoft. On s'en souvient notamment, qui était un peu la tête d'affiche de cette formation. Et c'est vrai que voir le dernier coureur de cette équipe encore en activité s'arrêter, c'est un peu une part de l'histoire du cyclisme française quand même qui s'arrête de nouveau avec la retraite de Julien Simon. Allez, on regarde tout de suite le coureur classé en 9e. C'est certainement le poisson pilote le plus populaire de l'histoire moderne du cyclisme. Mikhail Morkov. J'étais obligé de parler de Mikhail Morkov parce que c'est vrai qu'on met rarement en avant ce rôle de poisson pilote. Mais si je peux vraiment mettre en avant un poisson pilote, je pense que c'est Mikhail Morkov. C'est-à-dire qu'il a réussi quand même avec Jacobsen, avec Cavendish et avec beaucoup de monde, Morkov. C'est-à-dire que ça a vraiment été le poisson pilote. Je dirais que les grands s'arrachaient. C'était vraiment le mec que tout le monde voulait avoir avec lui. C'est un coureur qui au départ n'était pas du tout destiné même à être poisson pilote, Mikhail Morkov. C'était pas vraiment le profil même d'un poisson pilote, parce que il avait d'autres. C'était un coureur qui était plutôt bon rouleur, qui était quand il était chez Saxo Bank, il venait de la piste, mais c'était un bon rouleur. Puis il avait une bonne pointe de vitesse aussi, ce qui avait permis de faire deuxième de Paris Tour, de gagner une étape du Tour d'Espagne. Aussi, à Morkov, il avait fait une très bonne année 2013, Morkov, dans sa carrière. Et puis au bout d'un moment, il s'est aperçu que ça serait compliqué d'obtenir des grands résultats meilleurs que ce qu'il avait déjà fait. Et qu'il pouvait peut-être se mettre au service d'un sprinter. Ça a commencé avec Alexander Kristoff, à l'époque Katusha.
ça a tout de suite marché. Ensuite, il va chez Quick-Step. Quick-Step en 2018. Voilà, donc, la Quick-Step où il y avait du bon monde, hein, déjà en 2018 dans cette formation, il y avait surtout des très bons sprinters. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir... c'est qu'il va aider au niveau du sprint du Gaviria, du Jacobsen, et puis surtout Mark Cavendish. C'est là où il va vraiment aider énormément Cavendish, également un peu Viviani. Et puis, ouais, c'est à partir vraiment de l'époque Katusha, il devient un très bon poisson pilote, grâce à sa science du placement, grâce à sa science de la piste, tout simplement. Et puis, oui, le duo qu'il a fait avec Jacobsen, où il a remis en confiance Jacobsen. Le duo qu'il a fait aussi avec Cavendish, mais avec Christophe, était aussi un duo qui a toujours fonctionné. Ce qui est la force de Morkov, c'est cette capacité à avoir été poisson pilote de plusieurs sprinters et que ça se passe correctement avec plusieurs sprinters différents. Ce qui est très rare dans l'histoire du cyclisme. Ce qui est très rare aussi, c'est que c'était pas forcément un coureur qui était destiné à être poisson pilote. C'était pas forcément le coureur qui avait la meilleure pointe de vitesse. C'est pas un coureur qui a commencé poisson pilote. C'est un coureur qui avait plutôt un profil rouleur, ce qui n'était pas habituel chez les poissons pilotes. Et il a réussi à utiliser ses qualités qui ont fait de lui également un très bon coureur sur la piste, parce qu'il a été également très performant à l'américaine, par exemple Morkov du côté du Danemark, et qui a permis à Morkov de passer de bons rouleurs sur la route, mais peut-être pas suffisamment bons pour obtenir un grand palmarès, à devenir l'un des meilleurs poissons pilotes du monde. Et il faut notifier également l'intelligence de Morkov de se dire à un moment, malgré le fait qu'il aurait pu rester leader dans des équipes, il serait peut-être aujourd'hui leader chez Uno X, ou il aurait été leader chez Uno X, il s'est dit à un moment, je sais que je ne peux pas faire plus. Je sais que je ne peux pas aller plus loin en termes de résultats. Alors après, j'ai deux solutions. Soit je me contente de ces résultats-là, soit j'essaye de faire progresser un leader. Certains coureurs ont fait ça. Je pense à Reichenbach. Je pense à des coureurs qui se sont dit je suis plus suffisamment bon pour être leader. Voilà, je peux être leader dans certaines formations, mais c'est pas forcément un rôle déjà qui me convient énormément, et je sais qu'en termes de résultats, j'aurai pas plus. Si c'est pour gagner une course par an, faire un top 5 par an, faire 2-3 top 10 par an, moi ça ne me correspond pas. Je préfère me mettre au service d'un leader. C'est ce qu'a fait Morkov, et ça a très bien marché. Et la science du placement et du timing de Morkov pour placer tous les sprinters pendant toutes ces années ont fait de lui une référence presque dans la matière, et ça a permis aussi de comprendre à certains managers que c'était peut-être pas forcément intéressant d'aligner deux sprinters, un qui faisait poisson pilote de l'autre, qu'il y avait peut-être plutôt intérêt à avoir un vrai poisson pilote gérer deux formations pour amener son coureur au top. C'est vrai que Morkov a amené ça, je trouve. Donc c'est pour ça que je voulais mettre en avant Mikhail Morkov, parce que c'est un coureur peut-être dont on se souviendra plus dans 10 ans, Mikhail Morkov, à part s'il a des résultats avec l'équipe du Danemark, parce que maintenant il est entraîneur de l'équipe du Danemark, mais c'est un coureur qui, pour moi, a apporté au cyclisme. Il ne faudra pas l'oublier. Voilà, Mikhail Morkov, c'est un peu comme Julien Simon. Il ne faudra pas oublier ces deux coureurs-là. Allez, on passe au 8e dans ce classement. Le 8e, c'est un coureur peut-être sous-estimé aujourd'hui. C'est Van Aert avant Van Aert. C'est un coureur qui a révolutionné quand même la manière de pratiquer le cyclisme, un peu comme Peter Sagan, qui a changé un petit peu la manière dont on pouvait concevoir les coureurs sprinteurs,
qui a créé un petit peu ce profil de sprinter puncher, coureur très polyvalent, très complet au top de sa carrière, qui a également été poisson pilote de Cavendish, que ce soit chez Dimension Data ou chez Sky. Eh bien, pour moi, c'est Edvald Boasson-Hagen. C'est un coureur qui, je trouve, est très sous-estimé aujourd'hui. Edvald Boasson-Hagen, alors peut-être parce qu'il n'a pas remporté un monument. C'est ce qui manque à son palmarès, c'est un monument à Edvald Boasson-Hagen. Il avait les qualités pour gagner Roubaix, il avait les qualités pour gagner Milan-San Remo, il avait les qualités pour gagner des grandes classiques aussi. Il n'a pas gagné l'Amstel par exemple, il avait les qualités pour gagner l'Amstel. Il avait les qualités pour emporter les grandes classiques allemandes du calendrier World Tour. Il lui manque un grand monument à son palmarès. Mais Boasson-Hagen, c'est l'un des coureurs en activité qui a eu le plus de victoires. C'est un coureur qui était très performant, Edvald Boasson-Hagen. Certains l'oublient parce qu'ils retiennent peut-être sa période Total Energy ou sa période Décathlon. Mais Boasson-Hagen, c'est quand même 81 victoires chez les professionnels. Peu de coureurs sont en capacité d'atteindre ce chiffre. Il a quand même remporté le Grand Prix de Plouay, Gand-Wevelgem, la Vattenfall 6 classique. Je pensais qu'il n'en avait pas gagné de classique allemande de ce type-là. Mais il lui manque une grande épreuve, voilà, un gros monument. C'est ce qui lui manque aujourd'hui à son palmarès, à Edvald Boasson-Hagen. Il a gagné une étape du Tour de France, plusieurs étapes, même 3 étapes du Tour de France, 2 étapes du Giro. Alors, particularité, pas d'étape de la Vuelta. C'est vrai que c'est un coureur qui a souvent fait deuxième aussi dans son palmarès, Edvald Boasson-Hagen. Il a quelques deuxièmes places, mais c'est vrai que c'est un coureur qui a changé un peu la manière de faire du cyclisme. Quand il arrive, je me souviens à l'époque dans l'équipe Columbia, je me souviens moi, de son premier Dauphiné. Parce qu'à l'époque, c'est le Dauphiné 2009. Pourquoi je vous parle du Dauphiné 2009? Parce que c'est le premier Dauphiné qui diffusait en intégralité par France 4 à l'époque. Jusqu'à ce moment-là, le Dauphiné, c'était que le week-end. Les gens n'ont pas connu ça, mais il faut savoir que le Dauphiné, à la télévision publique, n'était diffusé que le dernier week-end. C'est-à-dire que vous aviez que les 2 dernières étapes samedi-dimanche, le reste, enfin des fois le vendredi, mais le reste n'était pas diffusé. Et je me souviens de Boasson-Hagen quand il arrive sur ce Dauphiné, où je me dis, mais c'est 2010, pardon, c'est pas 2009, parce que 2009 il fait pas le Dauphiné. C'est 2010 où il fait son Dauphiné. Et je découvre ce coureur. Je me souviens de son chrono, c'était le chrono, je me souviens. Je découvre un peu ce coureur parce qu'à l'époque j'ai suivi un petit peu le Giro l'année précédente, mais je suivais de loin. À l'époque, j'avais pas forcément le temps de tout suivre. Donc voilà, je suis le Giro, mais je suis en intégralité, mais je connais pas encore tous ces coureurs-là. Je suis plus un mec qui est spécialiste des courses comme le Tour de France, et c'est vrai que le Giro, ça reste quand même quelque chose encore un peu d'étranger pour moi en 2009. Et en 2010, c'est là où je regarde beaucoup de courses internationales, énormément de courses internationales en 2010. À partir de 2008, je commence à regarder beaucoup de courses en dehors des courses françaises qui étaient diffusées sur France Télévisions. Et Boasson-Hagen, je le découvre comme ça sur ce Dauphiné. Et je me dis, mais ce mec-là, ça va être une machine. Et je me dis surtout, ce profil-là, on ne le connaît pas. Il arrive à peu près à la même époque que Häusler. Il faut se rappeler du contexte du cyclisme à ce moment-là. 2008-2009, on est encore dans le cyclisme de l'hyper-spécialisation. C'est-à-dire qu'un rouleur, il fait du contre-la-montre, il fait pas autre chose. Un sprinter, il sprint, il fait pas autre chose. Il sprint sur du plat, les bosses, c'est pas pour lui. Un puncher, il gagne que les épreuves en montée, il sprint pas sur le plat et il va pas aller sur les épreuves de montagne. Un grimpeur, ça ne va pas sur la Flèche Wallonne. Ça ne va pas sur l'Èche-Bastogne-Liège. On est à une époque
où chaque coureur a un registre bien particulier. Et un coureur ne va absolument pas faire deux choses à la fois. Les rares exceptions, c'est Boonen, c'est les Flandriens, qui ont le droit d'avoir une autre spécialité que seulement les pavés, à l'époque. Donc il faut se rappeler du contexte. Vous avez déjà Hausler, qui arrive, qui est déjà un petit peu un phénomène. Parce que jusqu'à ce moment-là, les coureurs polyvalents, il y avait Fréré, mais Fréré, quand on parle de la polyvalence de Fréré, ça n'a rien à voir avec Van Der Poel, par exemple. Faut se rappeler de la polyvalence de Fréré. Oui, il passait un peu les bosses. Mais Petaki aussi, il y arrivait de temps en temps. Donc vous avez Fréré, un petit peu, Douquet, mais Douquet qui a plus un profil puncher, à l'époque. Un peu Simon Gerrans, qui sait faire plusieurs choses. Torusoft, il le fait après, mais à ce moment-là de la carrière, c'est Flandrien Sprint. C'est pas trop faire aller dans les bosses, foutre un peu le bordel chez les sprinteurs et tenter de récupérer un maillot vert de cette manière-là. Et on a Boissenhagen qui arrive, norvégien. À ce moment-là, il n'y a pas 150 coureurs norvégiens. Il y a Torusoft, il n'y a pas grand monde d'autres. Il y a Rach, Gabriel Rach, qui est passé chez Sky, qui n'était pas un très grand coureur, qui n'était pas mauvais sur les pavés. Et on voit arriver Boissenhagen chez HTC, dans cette équipe où vous avez Cavendish, où vous avez Tony Martin, qui arrive. La période 2008-2009, HTC a tous les cracks de l'époque. Tous les cracks sprinters de l'époque sont chez Team Columbia HTC. Enfin, HTC, Aero de l'équipe a eu plusieurs noms dans ces années d'existence. 2008-2009, ils ont Cavendish, Greppel. Donc, c'est compliqué de faire sa place. Ils ont Pinotti, qui est très bon rouleur, italien. Tony Martin qui arrive. C'est très dur de se faire sa place. Boissenhagen va réussir à se faire sa place dans cette formation en très peu de temps, parce qu'il n'est pas resté longtemps. C'est l'un des premiers à s'être barré et à aller chez Sky. C'est l'un des des premières grosses recrues de Sky qui n'a pas été formé par l'école du cyclisme britannique. Et Boissenhagen, quand il arrive à ce moment-là dans le cyclisme, on se dit mais c'est quoi ce profil-là? Il va remporter la dernière étape du Dauphiné. À l'époque, on n'a jamais vu un mec, sprinter, qui est capable de remporter la dernière étape du Dauphiné, un peu à la Van Aert, à la Van Der Poel. Ou à la Sagan. Mais c'est avant Sagan. Parce que ce qu'il faut se dire à ce moment-là, c'est que la référence sur ce profil-là de coureur, c'est Heinrich Hausler. Il y a un peu Douquet, mais sur les épreuves de Coupe de France, il est à la Cofidis à l'époque Douquet. En 2008, ou en 2010 même, Sagan est tout naissant. Van Der Poel, Van Aert, c'est bien plus tard. On n'a pas ce profil-là de coureur. Boissenhagen, il invente le sprinter, puncher, bon en contre-la-montre aussi, parce qu'à cet début, il était très très bon en contre-la-montre. C'était beaucoup moins le cas ensuite. Il invente ça, Boissenhagen. C'est-à-dire qu'il a mis la première pierre d'un mur où ensuite Sagan a mis les fondations et où Van Der Poel et Van Aert ont mis le sommet du mur, quoi. C'est-à-dire qu'il a inventé ce profil-là avec Hausler. C'est les deux petites premières pierres. Et c'est pour ça que pour moi il est important Boissenhagen, et c'est pour ça que pour moi il ne faut pas l'oublier, Boissenhagen. Certains disent Boissenhagen, sa carrière n'est pas exceptionnelle. Oui, parce qu'il n'a pas de monument, parce que sur les grands tours il n'a peut-être pas le palmarès qu'a un Van Aert, qu'a un Cavendish, qu'a ces coureurs-là. Ok, d'accord. Ça reste un très bon coureur des années 2010. Ça reste un coureur aussi qui, pour moi, a eu ce problème, Boissenhagen, c'est de se mettre encore une fois au service de ses leaders. Il a souvent sacrifié sa carrière pour les leaders. Il a sacrifié sa carrière pour Cavendish. Il a sacrifié sa carrière pour Bradley Wiggins, Geraint Thomas, toute la clique de la Sky. Il a sacrifié sa carrière pour beaucoup de leaders. Moi, je retiendrai quand même aussi chez Total Energy sa 4e place sur l'étape de Roubaix, qui, sur cette étape-là, remportée par Simon Clark,
qui est assez improbable, il faut bien le dire. C'est vrai que sa période chez Total Energy a été plus compliquée parce que il était venu pour Sagan. Il était venu dans l'idée d'aider Sagan. Sauf que bon, Sagan chez Total Energy, ça s'est pas bien passé. Il était venu, je sais même pas si c'était pour Sagan ou pour Terpstra au départ, Boasson Hagen. Mais ça a toujours été un coureur qui, je pense, voilà, c'était le problème, je pense, de Boasson Hagen. C'était ce côté, je me mets au service des autres. Parce que c'est un mec qui est sympathique, tu le voyais sur les vidéos de Total Energy, tu vois le mec qui est hyper gentil, qui est comme ça, quoi. Qui était hyper humble aussi. Parce qu'il aurait pu prendre la grosse tête comme Sagan. On aurait pu dire, moi je suis le best du best, là les mecs, moi je suis une machine. Non, il était hyper humble. Là, il avait une toute petite voix, il parlait tout doucement dans les vidéos de la Total Energy. C'était assez marrant de voir ça parce que avec son palmarès, il pouvait dire je suis le plus beau, je suis le plus fort. Hein. Et ben non, il respectait ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de garder Boasson Hagen parce que il y a ce côté où moi quand je le vois arriver comme à Henry Schauser, je me souviens très bien de la victoire d'étape sur le Tour de France d'Henry Schauser où je me dis oh putain mais qu'est-ce qu'il nous a fait Coco. Et je me souviens de la victoire sur le Dauphiné de Boasson Hagen et je me dis qu'est-ce qu'il a fait quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce coureur? Mais où il est capable d'aller? Et il est allé très haut quand même, hein. Ce petit coureur norvégien. À une époque où en plus il arrive, à l'époque, en Norvège, c'est Torosoft et Torosoft, quasiment. C'est-à-dire que la Norvège, c'est pas encore ça commence à devenir cette terre de cyclisme, mais au niveau voir le tour professionnel, quand il arrive, il n'y a personne. Ce qui est marrant même, c'est de voir qu'il a été formé dans une équipe qui était l'ancêtre de la Joker, donc qui désormais n'existe plus la Joker. Hein. Et il a été formé avec Lars Peter Northug, donc vainqueur du Grand Prix de Montréal, et Gabriel Rasch, qui est aujourd'hui directeur sportif de Uno X, qui a été directeur sportif pendant très longtemps de la Sky, mais qui était aussi un bon spécialiste des courses pavées. Et que ces coureurs-là ont amené la deuxième étage à la fusée Norvège en cyclisme. Avec Christophe un petit peu aussi, hein, qui est pas tout jeune, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand ils arrivent, les Norvégiens, c'était pas, il n'y en avait pas beaucoup dans le monde du cyclisme. Et il a perturber cette culture du cyclisme norvégien et ce qui a permis ensuite d'avoir l'Arctic Race of Norway, d'avoir un Tour de Norvège qui aujourd'hui a un bon niveau de compétition, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc voilà, bravo Edvald Boasson Hagen, et je pense qu'il faut retenir la carrière de ce coureur, il ne faudrait pas l'oublier. Certains auraient tendance à l'oublier, je pense que c'est une erreur. On passe au 7e dans ce classement. Audrey Cordon-Rago. Audrey Cordon-Rago, 7e. C'était dur à placer Audrey Cordon-Rago. Parce que d'un côté, en fait d'un côté, déjà parce qu'il y a beaucoup de grands noms cette année qui ont pris leur retraite, des très grands noms du cyclisme, c'était dur à placer dans ce classement parce que d'un côté, il y a, si on prend le palmarès pur, c'est absolument pas le plus gros palmarès du cyclisme féminin, même du cyclisme féminin français. Pauline Ferrand-Prévot, Jamie Longo, Catherine Marsal, Edwige Pittel, par exemple, ont des plus gros palmarès. Mais elle est passée à une époque qui était loin d'être évidente. Et elle a eu un rôle d'équipière énorme dans toutes les formations dans lesquelles elle est passée. Elle a rarement été leader, à part chez Human Powered Earth, chez Zalf Cycling, qui n'a pas duré très longtemps cette équipe-là, et chez Vienne Futuroscope. Oui, elle a eu un statut de leader. Mais elle ne l'a pas eu longtemps, ce statut de leader. Puis chez Zalf, ça s'est tellement mal passé que c'était compliqué. Elle a eu 2 ans, ce statut de leader, et puis sur ses premières années avec Vienne Futuroscope, où là j'ai un peu moins de souvenirs. Mais c'est vrai qu'elle arrive, elle a porté le cyclisme français. C'est pour ça que je la retiens, moi, dans l'histoire du cyclisme. Je disais, je retiens, c'est palmarès, c'est un peu ce qu'on retiendra dans l'histoire du cyclisme. Pour moi, je retiens que Audrey Cordon-Rago
avec Aude Bianic aussi. Quand Pauline Ferrand-Prévot a décidé de se lancer dans le VTT, à plein temps, elles ont porté le cyclisme français sur route, sur leurs épaules, pendant 3-4 ans. Avant que Juliette Labousse arrive, avant qu'Evita Musique arrive, avant ces filles-là. Pendant 3-4 ans, et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'Audrey Cordorago, même si elle avait un bon niveau, c'est pas la fille qui a la plus grande pointe de vitesse, c'est pas la fille qui grimpe le mieux. Donc, oui, bonne rouleuse, il y a beaucoup d'endurance chez Audrey Cordorago, mais dans le cyclisme féminin, déjà, l'endurance, ça compte pas tant que ça. Et le punch, c'était pas les meilleures puncheuses du monde. Elle était polyvalente, mais encore une fois, en tant qu'équipière, pas forcément en tant que leader. Mais le travail qu'elle a effectué à la Trek pour ses leaders, c'est un travail énorme. Et son année 2022 à la Trek, moi je la retiens énormément parce que c'est l'année où elle décide vraiment de prendre plus de risques dans sa manière de courir. Et ce qui fonctionne bien. 3e du Tour de Belgique, elle se retrouve également 2e du CIMAC Ladies Tour cette année-là, qui est une grande course internationale. Le chat a décidé, pendant que je parlais d'Audrey Cordorago, d'aller dans la litière, comme d'habitude. Vous savez, le chat qui décide d'aller dans la litière à des heures, pas possible, mais toujours pendant que je fais des vidéos. Mais du côté d'Audrey Cordorago, cette année 2022, pour moi, elle marque un tournant dans sa carrière. Cette dernière année à la Trek, elle marque un tournant parce que c'est sa meilleure saison en carrière. Et pour moi, c'est là où elle a été vraiment exceptionnelle. Et on se dit, putain, elle finit sur les chapeaux de roue. Qu'est-ce que ça va donner après ? Forcément, ce qu'on retient aussi d'Audrey Cordorago, pour moi, c'est ce qu'elle a apporté au cyclisme féminin français. C'est-à-dire que cette transition entre Pauline Ferrand-Prévot et Juliette Labousse et Evita Musique derrière. C'est-à-dire ce passage de 3-4 ans où, avec Pauline Ferrand-Prévot, on commence à construire quelque chose sur le retour de la France à un meilleur niveau du côté du cyclisme féminin français, mais qui aurait pu s'arrêter après le départ vers le VTT de Pauline Ferrand-Prévot. Et avec Aude Bianic, les deux ont perduré un petit peu cette tradition pour tenter de trouver quelqu'un qui aurait les capacités d'être leader. C'était le cas de Juliette Labousse, c'était le cas d'Evita Musique. Elles ont fait cette phase de transition. Pour moi, c'est important. Parce que je pense que si elles n'avaient pas été là, aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas grand monde dans le cyclisme féminin français. Et je trouve qu'elles ont apporté ça. Puis moi, ce que je retiendrai, c'est qu'il y a quand même 21 victoires chez les pros. Chez Audrey Cordorago. Voilà, il y a quand même 21 victoires chez les professionnels. C'est-à-dire que c'est quand même une fille qui a eu un petit palmarès. Alors oui, c'est pas forcément les plus grosses épreuves du calendrier. C'est pas du Grand Prix de Plouay, c'est pas un titre de championne du monde, de championne d'Europe, c'est pas un Tour de France, c'est pas un Tour d'Italie, mais ça reste quand même 21 victoires chez les professionnels. Il ne faut pas le sous-estimer. Et puis bien entendu, du côté d'Audrey Cordorago, c'est cette capacité à défendre les intérêts du cyclisme féminin que je retiens, et à essayer que le cyclisme féminin grandisse, devienne de mieux en mieux en termes de notoriété, et puis aussi que les filles aient des conditions de salaire et des conditions de sécurité de l'emploi qui soient meilleures, notamment sur ZAF Cycling, où elle s'est défendue, elle s'est énormément défendue pour l'équipe, et surtout elle s'est énormément défendue pour ses coéquipières. Parce qu'il faut bien comprendre que quand elle est chez ZAF Cycling Team, elles sont 14. 13 ou 14. 14 dans la même merde, hein. Elles sont pas payées. Parce que l'équipe est basée sur du rien. Ce qui est fou parce que je me souviens avoir dit début 2023, tiens, le projet semble intéressant, ça semble solide. En plus, Audrey Cordorago a obtenu une victoire. Je me souviens vraiment. Et quand tu sais que 3 mois plus tard, les filles n'étaient pas... En fait, ils avaient recruté beaucoup de filles intéressantes dans le calendrier sans avoir de budget. C'est l'une des plus grandes fumisteries de l'histoire du cyclisme. Et tu te dis comment c'était possible. C'est le cyclisme féminin et l'intérêt de l'UCI pour le cyclisme féminin. Mais, et surtout pour la protection des filles dans le cyclisme féminin. Mais elle s'est vraiment défendue à ce moment-là. Et puis,
Moi, ce que je retiendrai, c'est aussi son AVC et sa capacité à revenir après son AVC. Parce que c'était loin d'être évident. L'année 2023, pardon, elle est compliquée pour elle. Et elle arrive quand même à revenir en 2024. Elle fait pas 0 résultat en 2024. Donc voilà, avec notamment ce titre de championne de France qui est le moment marquant pour moi de cette dernière année. Parce que elle arrive au championnat de France, elle est critiquée de toutes parts parce que beaucoup de gens disent sa sélection, elle n'est pas justifiée. La meilleure manière de répondre, un résultat sur la route. Voilà. Championne de France. Et les critiques se sont tues à ce moment-là. Beaucoup de critiques se sont tues. Et elle a justifié sa sélection. Regardez, je suis en capacité de faire un résultat sur un grand contre-la-montre. Dommage que l'une de ses dernières sorties, ça soit au championnat du monde, ça se soit moyennement passé, mais elle finit quand même sur une 11e place au CIMAC Ladies Tour. Et encore une fois, après une année 2023 qui avait été loin d'être évidente, mais pour tout ce qu'elle a apporté pour le cyclisme féminin, que ça soit international et français, pour son travail d'équipière pendant toute sa carrière. C'est pour ça que je mets en avant Audrey Cordorago. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à la classer dans ce classement. Parce que devant, c'est du lourd, pour vous dire. Et pour moi, oui, par rapport à un Boisson-Hagen, elle a apporté autant qu'un Boisson-Hagen, si on retient. Et pour moi, pour son apport pour le cyclisme féminin français, c'est pour ça que je voulais la mettre en avant. C'est pour ça qu'elle est 7e dans le classement. Allez, on passe tout de suite à la position numéro 6. On poursuit du côté de ce top 10 des retraités de la saison. Et on passe à Rigoberto Urán. Et oui, le grimpeur colombien qui avait fait 2e du Tour de France. C'était en 2017. Il a fait également 2 fois 2e du Giro. C'est un petit peu le coureur, l'un des meilleurs coureurs qui n'a pas remporté un grand tour. C'est vrai que c'est ce qui manque au palmarès de Rigoberto Urán. C'est une victoire. Il lui manque que ça parce qu'il a été performant régulièrement sur les grands tours. Il a même des victoires d'étape. C'est pas le mec avec le plus gros palmarès en termes de victoires. Il a 14 victoires, mais sur quasiment 20 ans de carrière, enfin 18 ans de carrière, c'est pas si énorme que ça. Mais ça a été, je pense, dans les années 2010, pendant 4-5 ans, ça a été le mec le plus régulier sur les grands tours. Il est rarement sorti du top 10. Vous voyez, premier top 10 c'est en 2012 et ensuite, il a fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 top 10 en 25 grands tours. C'est quand même assez impressionnant. Et sinon, les autres, souvent, il les a pas finis ou il a abandonné. Mais c'est vrai que c'est assez important. On lui a souvent reproché sa manière de courir. De dire que c'était pas le coureur le plus passionnant en course, parce que c'est vrai qu'il avait tendance surtout quand il était face à Romain Bardet une année sur le Tour de France, et qu'on lui avait reproché le fait d'attendre, on va dire, le dernier moment pour placer ses attaques. Mais en même temps, ça faisait partie de ses qualités. Urán, il avait des qualités de puncher. Donc il allait pas... Il faisait avec ses qualités. En sachant qu'à ce moment-là, Froome était difficilement battable. Il faut le rappeler. Oui, dans cette période, j'irais entre 2013, 2018, 2019. Parce qu'après, dans les années 2020, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui. Ça a été l'un des meilleurs coureurs. Par étape. Voilà, il a vraiment eu des résultats. On retiendra aussi sa 2e place derrière Vinokourov aux Jeux Olympiques, où il se fait avoir au moment de démarrer son sprint. Mais oui, ça reste un des bons coureurs de cette période-là, de course par étape.
Je pense qu'à une époque, il s'est retrouvé dans des équipes où c'était pas le leader. Chez Caisse d'Épargne, il y avait Valverde. Alors même s'il s'est retrouvé à un moment à ne pas être en même temps que Valverde. Chez Sky, il y avait d'autres leaders. Chez Omega, il n'y avait pas la culture des courses par étapes à ce moment-là. On avait une culture voilà, des courses d'un jour, mais pas du tout des courses par étapes. Chez Cannondale, il est arrivé en 2016 chez Cannondale. Pendant très longtemps, il portait Cannondale quand même sur ses épaules. C'est-à-dire que c'était le leader de l'équipe. Il n'y avait pas forcément d'autres coureurs qui étaient en capacité de l'aider. Donc il s'est retrouvé parfois bien seul par rapport à une Armada Sky, par rapport à des Armadas face à lui. Je pense que c'est ce qui a nuit aussi à ses résultats sur certains grands tours. Bon, sa dernière année, elle a été compliquée, Uran. C'est vrai que cette année 2024 a été difficile. Abandon sur le Tour d'Espagne. Et il a au final très peu couru. Parce que quelques soucis physiques du côté de Uran sur cette dernière saison. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommageable parce que il termine sur un abandon. En plus, voilà, sur une grosse chute sur le Tour d'Espagne, on en avait parlé en tout début de Tour d'Espagne. Et au final, il a très peu couru en 2024, seulement 39 jours de course. Donc c'était un début de fin de carrière. Ça se sentait déjà ces dernières années où c'était de plus en plus dur pour lui d'obtenir des résultats sur les grands tours. Donc voilà, mais ça reste un des bons coureurs de cette époque-là, Ural. Moi, je me souviens de sa victoire sur le Tour d'Espagne en 2022. Ça avait été une belle étape. Athènes-Toudia. C'est peut-être même son dernier grand moment en course, Athènes-Toudia, où il va chercher la victoire. Il fait 8e cette année-là de la Vuelta. Mais voilà, ça reste un des bons coureurs de cette période-là. Lui encore, je suis pas sûr non plus qu'on le garde longtemps dans les mémoires. Mais pour moi, ça reste un des bons coureurs de cette période-là, 2010, voilà, 2012, je dirais, 2019. Voilà, il a eu le malheur de tomber face à Froome à son meilleur niveau. Ça a été son grand problème à Uran. Et d'avoir pas l'équipe qui pouvait l'entourer aussi bien. Dans d'autres formations, s'il avait été chez BMC par exemple à cette époque-là, il aurait été très bien entouré. Là, il est passé dans des équipes où parfois tu avais un sprinter. Quand il est chez Cannondale, tu as Sagan. Donc pas toujours facile de faire sa place face à Sagan en plus. Et à l'époque, Sagan prenait beaucoup de place. Donc voilà, c'est Ural, mais moi ce que je retiendrai aussi de ces dernières années, c'est qu'il a souvent eu un rôle d'équipier pour les leaders de l'AEF, notamment Carapaz, et que ça a été un coureur important, vainqueur du Grand Prix de Québec aussi, de Milan-Turin. Bon, voilà, c'est un coureur qui, je crois, n'a pas vraiment beaucoup de regrets à avoir par rapport à son palmarès. En fait, son seul regret, c'est de ne pas avoir eu des meilleures équipes autour de lui. Mais c'est vrai qu'on lui a souvent reproché sa manière de courir. Je dis toujours, dans le sport, on peut gagner de manière moche. Ça peut le gagner de manière tactique. Uran, oui, c'était pas des grands raids de 100 km comme Pogacar. C'était pas des attaques à 10 bornes de l'arrivée comme Quintana. Malgré tout, il y a peut-être un meilleur palmarès que Quintana, presque. Sur certains aspects, peut-être une plus grande régularité que Quintana au haut niveau. Donc voilà, il faut saluer ce palmarès de Uran. Et puis surtout cette longévité, commencé en 2006 à la Tenax. C'est-à-dire que lui, il fait partie des rares coureurs qui ont commencé en deuxième division. Il n'a pas commencé en continental. Passé en World Tour, enfin à l'époque le Pro Tour en 2007, et il n'a pas quitté cette première division de 2007 à aujourd'hui. Donc voilà, assez impressionnant. On poursuit cette vidéo avec le 6e de ce classement. Et c'est pas le 6e, que dis-je, c'est le 5e. On rentre dans le top 5. Un Allemand, ça arrive pas si souvent que ça, qui a fini dans une équipe française, passé par la Sunweb pendant très longtemps,
équipier de Tom Dumoulin. Très bon équipier de Tom Dumoulin. Simon Geschke. Pour moi, c'est typiquement un équipier modèle. Baroudeur, aussi émérite, dans un cyclisme qui n'est plus vraiment fait pour ce profil-là de coureur. C'était pas le meilleur grimpeur du monde. Loin de là. C'était pas le meilleur puncher du monde, le meilleur sprinter du monde. Par contre, c'était un coureur qui était très intelligent, Geschke. Moi, ce que je retiendrai, c'est son intelligence. Il a que 3 victoires dans son palmarès. Mais je trouve qu'à chaque fois quand il a gagné, c'était pas forcément le meilleur. Je me souviens, sur le Tour de France en 2015, c'est pas forcément le meilleur ce jour-là. Mais putain qu'il est intelligent dans sa manière de courir. C'est vraiment un équipier majeur. Souvent, il a été utilisé comme équipier. Tom Dumoulin lui doit beaucoup. Chez Cofidis, il a presque plus eu un rôle de leader. Surtout dans cette dernière année chez Cofidis, mais il a aussi été équipier de Guillaume Martin. Mais c'est vrai que sur cette dernière année, notamment sur le Giro, il a eu un rôle de leader et il a montré qu'il était capable d'être bon pendant 3 semaines, puisqu'il finit quand même 14e du Giro, notamment en prenant la 6e place de l'étape de Bocca della Salva. Sa dernière année est peut-être l'une des meilleures qu'il a effectuées. Alors pas en termes de points UCing, mais il a été très régulier, je trouve. Et c'est vrai que son Giro, moi je le retiendrai parce qu'il fait vraiment un très très bon Giro. Et sur le Tour de France, il a eu un grand rôle d'équipier. Mais ça reste, oui, un coureur intéressant. Je pense que son passage à la CCC, c'était compliqué parce qu'il était dans une équipe en 2020 qui n'avait plus d'argent. Mais il a fait un très bon Tour de France cette année-là, en 2020, même s'il n'y a pas la gagne au bout, sur cette courte année 2020. Voilà, équipier modèle pour moi Geschke, et c'est ce que je voulais retenir de ce coureur. Voilà, qui était très sympathique. On le retiendra, c'est la barbe de Geschke. C'est un peu comme Geoffrey Soupe. C'est vrai que c'est les premiers barbus du peloton. J'ai vu même une image, pour vous dire, je n'allais pas le reconnaître. Là, je cherche à chaque fois des photos d'illustration. Et je suis tombé sur une photo de Geschke à l'époque où il était chez Ski Shimano, donc en début de carrière, où il n'a pas de barbe. Il n'y a pas de barbe. Tu ne le reconnais pas. Vraiment, c'est comme Jean-François Soupe. Hein. Ces deux coureurs-là, marquants avec leur barbe. C'est les premiers à avoir eu un look différent aussi dans le peloton. Le peloton, on était tous très bien soignés, les cheveux courts, voilà, bien habillés, tout ça. Et là, le premier à avoir un énorme barbe, des tatouages comme Geoffrey Soupe, de montrer les tatouages, de montrer la barbe, d'avoir un look différent de ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Sagan aussi l'avait un peu montré. Cancellara aussi avait un petit peu les cheveux longs à une époque, mais c'est vrai que tous les mecs avaient un peu le même physique, quoi, les cheveux taillés courts. Voilà. Là, c'est l'un des premiers à avoir eu un look différent, à avoir osé avoir eu un look différent. C'est aussi important, parce que ça peut-être ce qui rapproche aussi maintenant le cyclisme des jeunes générations. C'est que voilà, un Pogacar, c'est ces petites touches de fantaisie, notamment avec Pogacar, mais avec un Guillaume Martin aussi. Voilà, on a pu 50 fois les mêmes physiques, comme dans Pro Cycling Manager. Mais oui, moi Geschke, vraiment c'est ce que je retiendrai de ce coureur, c'est équipier modèle. Et je pense que Tom Dumoulin lui doit beaucoup. Et je pense que voilà, il faut retenir le nom de ce coureur. Je ne sais pas s'il restera dans le monde du cyclisme. Moi, j'aimerais bien qu'il reste dans le monde du cyclisme parce que je pense que c'est un coureur qui pourrait beaucoup apporter, notamment au cyclisme allemand et aux jeunes générations. On verra si ça sera le cas dans les années à venir, mais ouais, je pense qu'il aura beaucoup de choses à apporter. Il a commencé à la Milram, stagiaire à la Milram en 2008. Je crois que c'est l'année où la Milram s'arrête. On continue en 2009. Là. Ah non, je pensais qu'elle s'était arrêtée avant. Ouais, stagiaire à la Milram. Donc à une époque où à la Milram, il y avait des chaudières. Hein, donc il a connu aussi le cyclisme avec le dopage. Parce que quand il arrive à la Milram, il y a Zabel, notamment. Enfin voilà, il y a quelques beaux spécimens. Et il commence avec... c'est marrant, la Milram a lancé beaucoup de jeunes coureurs allemands. Il est avec Christian Knies,
par exemple. Il y avait Starloa aussi dans l'époque, une grosse chaudière. Avec Grifko, avec Peter Velits et Tepstra. Voilà. Donc à cette époque-là. Fabio Sabatini également. De cette équipe à la Milram. Puis bon, bah, il quitte assez vite la Milram pour rejoindre Skill Shimano. Et puis après, voilà, gros palmarès sur la suite pour lui. Enfin, gros palmarès en tant qu'équipier. Puis une belle dernière saison pour moi, pour Geschke. Voilà, il n'aura pas grand-chose à se reprocher sur cette dernière année. Voilà, il a été performant. Donc voilà. Belle carrière pour Simon Geschke. Donc c'est pour ça que je voulais le mettre en avant à cette belle 5e place. 4e, désormais, Thomas de Rent, le Belge. Thomas de Rent, le baroudeur infatigable. Vraiment. Pour moi, c'est vraiment le baroudeur infatigable. C'est vraiment son palmarès. Moi, je me souviens, je l'ai découvert sur Paris-Nice. Quand il gagne face à Thomas Voeckler. À l'époque, il faut savoir qu'il gagne face à Thomas Voeckler sur Paris-Nice. Première étape de Paris-Nice. C'est, je crois, la première année où ils font une étape en ligne. Parce qu'avant, Paris-Nice, c'était un prologue, c'était un chrono très court. Je crois, voilà, 2010, si on regarde voilà, c'était un prologue. On commençait par un prologue. Première année où on commence par une étape en ligne. Autour d'Oudan, voilà, dans les Yvelines. Étape avec énormément de vent. Il y a des rafales de vent, mais à décorner des bœufs. Vraiment, c'est, enfin, il y a du vent, c'est une tempête, enfin voilà, c'est incroyable. Ils partent avec, ils résistent au retour du peloton. Ah, mais impressionnant sa capacité à résister au retour du peloton. Vraiment, ce jour-là, enfin là, on se dit, waouh, ah oui, quand même, sacré coureur. Sur une étape toute plate, je me souviens le dimanche. Je suis devant ma télé, on est dimanche, voilà, 13 mars, et là, putain, le mec, pas 13 mars, donc le 6 mars, me dit, mais quelle machine, quoi. Quelle machine, vraiment, ce de Rent. Donc je le découvre là, il vient d'arriver à la DSM, à Vacances Soleil, pardon, cette année-là. Oui, non, il était déjà à Vacances Soleil l'année d'avant. Mais voilà, je découvre ce coureur. Pas qu'encore une fois, hein, c'est... Je me dis, ah, tiens, ça c'est un mec qui va être intéressant pour la suite. Je me dis, ah tiens, on est sur un profil de coureur sympa. On n'a pas l'habitude d'avoir ce type de coureur-là. Donc ça peut être intéressant de voir ça sur la suite. Et puis, ensuite, du côté de Rent, il y a l'année 2012 avec son Giro exceptionnel. Moi, je me souviens avoir vu ce Giro-là où je me dis, mais putain, mais jusqu'à où il va s'arrêter? Vraiment, parce que vraiment, quand on voit ce coureur-là, et après, je me dis, on a un coureur de grand tour, et il n'a jamais continué un peu dans cette lignée-là. Ça lui plaisait pas de jouer le général des grandes courses. Voilà, et c'était pas ce qu'il voulait faire. Et il a plusieurs années compliquées. 2003 chez Vacances Soleil, sa dernière année chez Vacances Soleil, c'est pas fou. Il remporte une étape du Tour de Catalogne. 2014, il est chez Quick-Step, ça se passe pas très bien chez Quick-Step, et en partir de 2015, il repasse à l'auto, et là, de nouveau, objectif étape. Voilà. Victoire d'étape, baroudeur. Parce que c'était un coureur qui, je crois, on a mis un peu trop d'attente sur lui au départ. Il faut quand même se rappeler qu'à cette période-là, en Belgique, c'est calme au niveau des coureurs de grand tour. Vous avez Van den Broek, et pas grand monde d'autres. Donc on aurait bien aimé avoir un peu de densité, je pense, en Belgique.
Et puis, il a des belles victoires. Sa victoire au Chalet Renard, elle reste marquante. Sa victoire aussi sur le Tour d'Italie, la deuxième, celle de 2022, où il n'est pas du tout favori du sprint. Je me souviens, il y a d'autres coureurs qui sont plus rapides sur cette étape-là. Tu te dis, bon, ok, il part sur cette étape-là, mais voilà, tu sais qu'il y a d'autres coureurs qui sont plus rapides que lui ce jour-là. Et il va réussir à les battre au sprint. Sa victoire sur le Giro 2012 au Stelvio, impressionnant. Vraiment, l'étape est très dure. 6000 mètres de dénivelé positif. Il y a 220 bornes. C'était encore l'époque où, du côté du Tour d'Italie, on faisait beaucoup de kilomètres. Et il résiste à tout le monde. Mais de manière magistrale, quoi. Il résiste à tout le monde ce jour-là. La veille de l'arrivée en plus, donc avec pas mal de fatigue, surtout que c'était l'année où on était parti des Pays-Bas. Et, il y avait eu vraiment... la journée de repos s'était déroulée au bout de 3 jours de course, donc ils avaient enchaîné beaucoup de jours d'un coup. Et il va résister le lendemain. Il perd que 1 minute sur Pinotti, qui à l'époque était une référence du côté du contre-la-montre. Et il finit 3e de Rent en passant devant Scarponi. Donc voilà, impressionnant. Et puis, ce que je retiendrai, c'est le baroudeur infatigable. C'est-à-dire que de Rennes, tu savais quand il était dans une échappée qu'il était très dangereux. C'est un peu comme Vauclair. C'est ces coureurs où tu sais que quand ils sont dans une échappée, une grande chance d'aller au bout. C'était pas des mecs qui prenaient 50 échappées par un grand tour, non. Par contre, quand ils étaient dans une échappée, tu savais qu'elle allait au bout. Et comme elle allait au bout, tu te disais, ouf, lui il va être dangereux. Et il a été souvent dangereux. Vainqueur d'étape sur les 3 grands tours. Et oui, c'est pas n'importe qui. Vainqueur du classement de la montagne de la Vuelta en 2018 aussi. Et puis il a gagné des victoires d'étape sur toutes les grandes courses par étape. Je crois qu'il n'en a pas beaucoup où il n'a pas remporté d'étape dans sa carrière. Mais voilà, Thomas de Rennes, c'était vraiment le baroudeur qui prend des risques, qui fait sa course, et puis après, advienne que pourra, on verra si ça tiendra la cadence, mais voilà, super coureur, donc moi je voulais retenir aussi Thomas de Rennes et mettre en avant les baroudeurs du côté de ses retraités. Les 3 derniers de ce classement, il y aura également les mentions honorables, vous en avez l'habitude. Domenico Pozzovivo, passionné, le passionné. C'est le mot que je retiendrai de Pozzovivo. Il aurait pu arrêter sa carrière il y a déjà 7-8 ans. Quand il est chez AG2R, il peut déjà arrêter sa carrière. Parce que sa carrière elle est déjà sympa. Il y a eu des résultats. Voilà, il peut arrêter sa carrière à ce moment-là. Et puis il va repartir au combat. Dans un premier temps en tant qu'équipier de Nibali, mais en fait chez Bahreïn, il aura parfois des meilleurs résultats que Nibali. Et puis après, c'est le passionné de cyclisme. C'est le passionné de cyclisme, c'est-à-dire que c'est un mec qui a quand même commencé en 2005. Quoi. Il commence à la Panaria, qui est aujourd'hui la Bardiani, mais entre-temps il y a eu quand même un monde entre ces deux équipes. Et je retiendrai le passionné de cyclisme parce que ces 3 derniers contrats, il les a récupérés à la dernière minute. En 2022, mois de février, 2023, mois de mars, 2024, fin février. C'est beau. C'est-à-dire que, voilà, un coureur comme lui, 40 balais, t'as plus rien à prouver. Tu peux te barrer. La passion du cyclisme. La passion du cyclisme, certes, mais avec le niveau derrière. Parce qu'on reste quand même sur des résultats sur ces dernières années qui sont pas déconnants. 4e du dernier Tour de Slovénie. 20e du dernier Tour d'Italie. Pendant très longtemps, en plus dans le top 18. Enfin, dans le top 15. Il a eu encore des points cette année. Il marque quand même encore 330 points UCI. Il y a des mecs qui n'ont jamais réussi à faire ça dans leur carrière. 25 grands tours. C'est pareil que Uran. 18 Giro à son actif. 26 classiques aussi. Courus.
à son palmarès et 13 victoires. C'est un coureur qui, pendant très longtemps, n'a pas eu forcément l'équipe qui pouvait l'amener vers le haut niveau. Il est resté pendant très longtemps à la Bardiani. À l'époque, il ne s'appelait pas Bardiani, mais à la Panaria, CSF Group, Colnago, enfin voilà, c'était la même structure. C'est un coureur qui a ensuite été chez AG2R, parce que AG2R était à une période en 2013 où Jean-Christophe Perrault était plutôt sur la fin, Nocentini aussi. Il leur fallait un nouveau coureur. Quand il arrive, il a déjà 30 ans. Hein, à l'époque. Quasiment 30 ans. 29-30 ans. Donc il arrive en World Tour, tardivement. Mais avec des résultats, notamment vainqueur, ça doit peut-être même être l'un des derniers vainqueurs du Tour du Trentin, dans cette dénomination-là, qui s'appelle le Tour des Alpes maintenant. Et ensuite, chez AG2R, ça se passe bien, il y a des résultats, voilà, il y a du classement général, voilà, il obtiendra des bons résultats, et ça permet même à AG2R de passer à un autre niveau. D'être régulièrement aux avant-postes, et de devancer un petit peu Groupama dans cette guéguerre entre les équipes françaises, parce que vous aviez Pozzovivo. Et puis il va avoir des soucis physiques, à cause des chutes, à répétition, parce que le problème c'est que c'est un petit gabarit, très léger sur le vélo, 1,65, 53 kg. Il a presque le bras atrophié, Pozzovivo. C'est-à-dire que le cyclisme est sa passion, et pourtant, le cyclisme a été tellement méchant avec lui. Vraiment, le mec a un bras qui est presque atrophié. D'où cette position sur le vélo qui est pas du tout équilibrée. Quand il va chez Bahreïn, c'est ça qui est marrant aussi, il va chez Bahreïn, il vient pas du tout en tant que leader. À l'époque, il est là pour épauler Nibali, et puis il aura quasiment des résultats aussi bons que Nibali à la Bahreïn. C'est-à-dire qu'il va être deuxième leader dans cette formation-là. Avec des résultats très bons. 2018, les résultats sont très bons. C'est un peu plus compliqué en 2019, mais ça reste positif, en sachant qu'en 2019, il court assez peu par rapport aux statistiques de l'époque. Il arrive chez NTT en 2020. Bon, NTT en 2020, année compliquée pour cette formation. Il faut bien le dire, plus d'argent dans les caisses, ça devient Dimension Data, il n'y a pas plus d'argent, enfin QBK, Next Hatch, il n'y a pas beaucoup d'argent dans les caisses, l'équipe s'arrête, et puis après, ces fameux contrats des coups pour coup pour le Tour d'Italie, qui est sa grande passion, qui est sa course préférée, où il s'est rarement raté sur le Tour d'Italie, il faut bien le dire aussi, parce que si vous regardez bien, il a souvent fini ses tours d'Italie, beaucoup de résultats dans le top 10. Il a abandonné en 2005, 2010, 2011, 2015 et en 2021. Et en 2023, parce que voilà, il avait eu des petits soucis. Mais non, il a été bon sur le Tour d'Italie, peu de Tour de France au final. Et c'est l'homme du Tour d'Italie aussi, hein, parce que quand tu regardes sur la Volta, il n'a jamais réussi à être aussi bon que sur le Tour d'Italie. C'est vraiment le Tour d'Italie où il a eu ses meilleurs résultats. Ah si, une fois 6ème en 2013, pardon. Mais voilà, c'est sur le Tour d'Italie où il a collectionné les résultats. Et à part en 2006, où il ne l'a pas fait le Tour d'Italie, sinon il les a tous faits de 2007 à 2009 aussi, où il l'a sauté. Sinon, il les a tous faits, quoi. Donc en 20 ans de carrière, il n'y a que deux Giro qu'on sauté, quoi. C'est fort. Voilà, c'est dingue. Ah, mais c'est un passionné de cyclisme, Pozzovivo. Encore une fois, il aurait pu arrêter, il pouvait arrêter il y a bien longtemps, mais il était toujours passionné et puis il avait toujours les jambes. Donc voilà, bravo Pozzovivo, qui a fini sa carrière sur le Tour de Lombardie, 30e du Tour de Lombardie. Oui, encore, pour son dernier jour de course, et puis
Bah, je me dis que lui aussi, hein, passionné de cyclisme comme il est, directeur sportif, découvreur de talent, ça pourrait lui convenir dans la suite de sa carrière à Pozzovivo. Mais bravo et chapeau monsieur. Voilà, parce que faut noter que ça a quand même été un sacré coureur. La deuxième de ce classement, et j'ai bien dit la deuxième, Grace Broad. Pourquoi je voulais la mettre deuxième? C'est pas le plus gros palmarès de base du cyclisme. Mais je crois qu'on n'a jamais vu un homme ou une femme réussir une telle dernière saison. Championne du monde du chrono, championne olympique du chrono, Liège-Bastogne-Liège. Et la manière dont elle a gagné ses courses, les deux chronos, elle broie ses adversaires. Liège-Bastogne-Liège, pour ceux qui se rappellent avoir vu cette course dans des conditions extrêmement difficiles pour les filles, avec de la neige au départ, avec une grosse échappée qui se forme à la mi-course, et ces 10 derniers kilomètres, elles ratent un rond-point, elles reviennent elles sont obligées de faire un effort, elles sont cuites, elles trouvent les ressources pour gagner ce Liège-Bastogne-Liège, pour remporter ce monument où elle avait fait déjà 2 fois deuxième, et on se disait, bon, elle a peut-être plus les capacités pour réussir ça. Mais dans cette carrière qui a été courte, parce que commencer en 2018 et finir en 2024, par rapport à Pozzovivo, c'est très court, je trouve qu'elle a toujours été au top, quoi. Sur les 4-5 dernières années, ça a été l'une des filles les plus importantes. Que ça soit chez Mitchelton ou chez Baekchen, ça a été l'une des filles les plus importantes. Et sa dernière saison, elle est exceptionnelle. Enfin voilà, championne d'Australie du chrono, elle remporte Liège, vainqueur du Bretagne les 10 tours, vainqueur des Jeux Olympiques, vainqueur des championnats du monde, du relais mixte des championnats du monde, et vainqueur du chrono des nations, où là aussi elle domine complètement. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et en plus, elle remporte le chrono des nations. Alors certes, on pourrait dire que c'est pas la plus grande course, mais avec la pression, parce que c'était la seule fois où elle portait ce maillot de championne du monde en course. Et elle savait que ça serait sa seule fois, à partir du moment où elle prenait sa retraite. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle l'a annoncé très tôt, sa retraite, Grace Brown. Moi, je l'avais senti déjà au moment de son interview à Liège-Bastogne-Liège, quand elle le remporte. Je me souviens de m'être dit, au moment de l'interview, d'après-course, il y a une impression un peu comme Romain Bardet quand il gagne l'étape du Tour de France. Il y a une impression vraiment de se dire... Tu sens dans les propos, je sais pas, un truc un peu, il y a une sensation de « Ah, la fille va peut-être pas continuer longtemps ». Cette année, le seul chrono où elle s'est plantée, c'est le chrono du Tour de France. Mais encore une fois, elle a une crevaison. Sur un chrono de 6 km, tu pourrais pas faire des miracles. Sinon, elle a été formidable cette année. C'est la fille de cette saison 2024 et au niveau des chronos et comment réussir aussi bien sa sortie. Vous savez, j'en avais parlé l'année dernière quand j'avais parlé de Sagan. J'avais dit Sagan, ce qui est triste dans la carrière de Sagan, c'est ça, comme Terpstra, c'est ses dernières saisons où déjà sa dernière année chez Labora, mais chez Total Energy où le mec est un peu un fantôme et je disais c'est très compliqué de réussir à finir au top. Et moi, j'aime bien les gens qui arrivent à finir au sommet. C'est vrai que c'est toujours un petit peu gênant. Par exemple, pas Wiggins déjà un petit peu. Mais Froome, la manière dont finit Froome sa carrière, voilà. Et je trouve que ça nuit toujours à la vision que tu as du coureur, de l'entièreté de la carrière du coureur. Boisson-Hagen, il arrête il y a 5-6 ans, il est plus haut dans le classement. Mais il a continué. Il y a d'autres concurrents, Sagan, Terpstra. Je me souviens l'année dernière, Sagan, je le mets assez bas dans le classement parce que toute cette fin de carrière qui me déçoit. Elle, c'est presque sa meilleure saison de carrière, qu'elle finit vraiment sur les chapeaux de roue. Tu te dis même, c'est presque triste, parce que tu te dis, est-ce qu'elle n'en avait pas encore sous le coude?
mais le monde professionnel n'est pas si facile. Et puis, du côté de Grace Brown, il faut rappeler qu'elle est australienne. Donc, quand vous êtes basé en Europe, c'est dur, vous êtes loin de votre famille. Et je pense qu'au bout d'un moment, voilà, c'était compliqué à gérer. C'était compliqué à gérer. Et puis, il y a peut-être l'envie d'être mère aussi, l'envie d'être parent. Et tu sais très bien que c'est compliqué pour les femmes dans le sport de haut niveau de pouvoir le faire. Et donc, il y avait peut-être toutes ces envies-là. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, faut que j'arrête. Et c'est peut-être ce qui lui a permis aussi, le fait de savoir que sa carrière allait s'arrêter, de finir aussi bien. Peut-être qu'elle n'aurait pas fini aussi bien sa carrière si elle n'avait pas eu cette deadline de fin de saison. C'est-à-dire se dire, voilà, je sais que j'arrête là, donc je sais que maintenant c'est que du bonheur, je profite au maximum sur la fin de ma carrière. Et c'est ça que je pense qui a fait la différence du côté de Grace Brown. Mais chapeau, voilà, pour cette fin de carrière qui a été juste exceptionnelle, parce moi j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, chez les garçons, chez les filles, quelqu'un qui réussit presque sa meilleure saison lors de sa dernière année. Normalement, on a toujours un petit peu de moins bien. Là, non, elle était juste formidable. Et non, chapeau. Mais il y a un peu Romain Bardet aussi qui est dans cette idée-là, qui finit très bien. Mais je pense parce qu'il n'y a plus cette pression. Alors, tu sais, tu profites, quoi. Tu sais que la fin est là. Pinot aussi, c'était pareil l'année dernière. Tu sais que voilà, tu profites. Maintenant, tu profites. T'as annoncé, il n'y a plus cette pression-là sur les épaules pour ta carrière. Donc voilà, ensuite, t'es tranquille. On passe aux mentions honorables. Et du côté des mentions honorables, on commence avec Sébastien Reichenbach. C'est un peu l'ère Thibaut Pinot qui s'arrête une deuxième fois avec Reichenbach, parce que ça a été l'un des coéquipiers les plus importants autour de Thibaut Pinot, de cette génération Thibaut Pinot, avec l'objectif d'avoir des bons résultats. Alors il avait déjà quitté la Groupama pour rejoindre la Tudor et faire grandir cette équipe. Mais c'est vrai qu'avec la retraite de Sébastien Reichenbach, c'est presque une deuxième fois la retraite de Thibaut Pinot. Ça remémore ce souvenir de la retraite de Thibaut Pinot, ce personnage qu'est Thibaut Pinot. Et donc voilà, Reichenbach, je voulais en parler parce que ça a été un équipier important. Et si vous avez des leaders qui performent, c'est aussi parce qu'il y a des équipiers qui font du bon boulot en cyclisme. Et c'est rare quand même un mec qui arrive à s'en sortir tout seul. Et Reichenbach a fait partie de ses bons équipiers, comme Geschke. Donc c'est pour ça que je voulais en parler. Robert Gesink, un peu pareil. Alors, Robert Gesink, pourquoi je mets dans ce classement Robert Gesink? Le leader qui est devenu équipier. Au tout début de sa carrière, Gesink, c'est un petit peu le petit prodige néerlandais. Il y avait lui, Thomas Dekker. Ils sont à peu près de la même génération. Thomas Dekker pris pour dopage à l'époque de la Rabobank, c'est même lui qui va lancer l'affaire Rabobank, qui va faire ces révélations dans lesquelles on nous dit bah Rabobank en fait c'était que des dopés chez Rabobank, ce qui va faire que Rabobank va quitter le cyclisme et que il va y avoir quelques années compliquées pour l'équipe néerlandaise. C'est aussi l'homme d'une seule structure, quasiment. Il a fait une année en Continental dans une autre équipe, mais 2006-2024, Continental Rabobank. Puis la Rabobank, l'équipe numéro 1, Belkin, Lotto NL, Jumbo Visma, Visma Leasebike. Il a connu l'époque où ça a été très compliqué dans cette formation. Il y a une époque où je rappelle que Lotto NL ne gagne que 5 victoires sur la saison. Avant l'arrivée de Roglic. Il y a eu une période très compliquée dans cette structure où on perd le sponsor, on se retrouve à avoir ce projet Belkin, un projet une année sans sponsor, après il y a Belkin. Parce qu'il y a une époque, l'équipe s'est appelée Blanco pendant 6-7 mois, parce qu'il n'y avait pas de sponsor. C'était un peu comme le projet One Team for All, avant que ça devienne Argo Shimano. Ensuite, ça devient Belkin, mais il n'y avait pas des gros moyens autour de Belkin. Et avec Tendam, notamment. Bokemolema aussi, à ce moment-là, il fait partie de ces quelques coureurs qui ont un peu soutenu le cyclisme néerlandais. Et puis il a compris à un moment que... en fait, je pense qu'il n'arrivait pas à résister à la pression. On lui mettait beaucoup de pression à l'époque, hein, c'était le leader dans les équipes. Et il s'est dit, Roglic est meilleur que moi, quoi. C'est-à-dire, bon, oui, il y a une époque,
il tenait le cyclisme néerlandais. Il faisait partie des coureurs qui soutenaient cette équipe-là, en particulier à bout de bras, mais à un moment il s'est dit je suis pas suffisamment bon pour une course de 3 semaines. Pourtant, il a été programmé pour ça. Il a été programmé pour les courses à étapes. Vainqueur du Tour de Californie en 2012, à une époque où le Tour de Californie, ça disait quelque chose. Vainqueur du Grand Prix de Québec et de Montréal, au tout début de ces 2 courses également. Vainqueur de 2 Tours d'Émilie, il faut aussi le dire. Mais ensuite, passé cette période phase de ce début de carrière où c'était considéré comme un crack, il a compris, je crois, vers 2014-2015. Je crois que c'est 2015, la dernière année, où il essaye vraiment d'obtenir des gros résultats. Ensuite, il comprend que il n'a pas les épaules et qu'il y a meilleur que lui. Et 2015, vous remarquerez que, encore une fois, c'est la dernière année où il n'y a pas Roglic dans cette structure. Voilà, donc il était aussi un petit peu obligé. Robert Resing en 2015, où il prend la 6e place du Tour, il a aussi pris des belles places d'honneur sur le Tour, mais quand Roglic est arrivé, je crois qu'il a compris assez vite qu'il ne serait pas en mesure de rivaliser avec Roglic. Et puis il y a eu l'arrivée de Kruijswijk aussi, qui arrivait à un très bon niveau, Kelderman aussi. Au fur et à mesure, il est descendu à la hiérarchie, et puis au bout d'un moment, il a compris qu'il n'y arrivait plus. C'est aussi une période où il a abandonné assez souvent les grandes courses. Et puis après, il a décidé d'avoir d'autres objectifs de carrière. Mais c'est un coureur qui a été assez intéressant quand même. Je trouve la carrière de Robert Resing, ce côté leader qui devient équipier. Je trouve ça assez sympa. Christine Majerus. On perd une grande madame du cyclisme féminin, une grande équipière. Christine Majerus, pas que par la taille, aussi par tout le travail qu'elle a effectué. Et puis, pour le cyclisme luxembourgeois, chez les garçons, il y a un peu plus que Boy Bungels. Chez les filles, il n'y avait que Christine Majerus. C'est-à-dire que, 17 titres de contre-la-montre, 14 titres nationaux. Il n'y a pas d'autres filles au Luxembourg. Et ça me permet de parler du cyclisme luxembourgeois qui n'est pas en très bonne forme, avec l'équipe Léopard qui s'est arrêtée. Et il manque un peu de relève là, du côté du Luxembourg. On a eu les frères Steck, on a eu Bob Jungels, on a eu d'autres coureurs, Kim Kirchen notamment. Mais c'est vrai que par rapport aux années 2000, au début des années 2010, le cyclisme luxembourgeois est devenu transparent. Et surtout, il y a un manque de talent aujourd'hui. Alors que c'est une terre de cyclisme. On a quand même une course, le Tour de Luxembourg, qui est une très belle course dans le calendrier. Donc non, c'est dommage. C'est dommage. Et Christine Majerus, oui, ce manque de suite dans les générations, ce qui fait qu'elle se retrouve un peu seule aujourd'hui. Voilà. Mais c'est une fille avec un grand talent, oui, qui se retire. Presque aussi sur une très bonne saison, mais elle a eu ces dernières années un gros rôle d'équipière. En même temps, la SD Works, il y avait un peu du monde au balcon. Mais voilà, c'est une fille qui a été bonne aussi sur les pavés, très performante dans ce registre-là. C'est vrai que Paris-Roubaix est presque arrivé trop tard pour elle. Et puis, oui, elle a porté un petit peu le cyclisme luxembourgeois sur les épaules. 45 victoires en carrière, quand même. Alors, outre ces nombreux titres au niveau du Luxembourg, vainqueur d'un Bols Ladies Tour, d'un festival Elsie Jacobs également, ce qui est important pour une luxembourgeoise, parce que je rappelle que Elsie Jacobs, la première championne du monde de l'histoire du cyclisme féminin, était luxembourgeoise. Et puis également des courses en Grande-Bretagne, notamment, en termes de résultats. Voilà. Elle a connu aussi l'évolution du cyclisme féminin, parce qu'elle a connu l'époque avant 2013-2014, où c'était quand même très très compliqué dans le cyclisme féminin. La période de transition vers un monde un peu plus professionnel et l'arrivée des grosses structures, avec la SD Works notamment, mais elle avait commencé chez Bols Dolmans,
C'était déjà une grosse structure à l'époque. Bon, elle n'est pas passée par la Rabobank, mais voilà, il y a eu une carrière du côté de Crécy Magérus. Alexis Villermoz, c'est un peu comme Calmejane. Les deux prennent leur retraite cette année. C'est quand même des mecs qui ont été marquants par leur victoire d'étape. Et on se dit, alors surtout chez Calmejane, un peu moins c'est Villermoz, mais je me suis toujours dit, Villermoz, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire mieux dans sa carrière? Dans sa période à G2R, je me dis, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire mieux? Parce qu'au final, il n'a qu'une victoire d'étape sur le Tour de France. Il a un Tour du Limousin, bon, il a des courses en France, hein, une étape du Dauphiné aussi, en échappée. Mais au final, il a pas tant de grands résultats que ça, alors que c'est un mec qui a fait 4ème du Lombardie. Je me dis, il est peut-être arrivé trop tôt dans le cyclisme français, à une période où on était encore un petit peu auto-centré sur les courses françaises. On s'intéressait pas aux autres monuments, on s'intéressait pas aux autres courses. Il y avait plein de courses où on s'en foutait. Je pense qu'il est arrivé un peu trop tôt. Tu sais, c'est encore une époque où le Giro, très peu de coureurs s'y intéressent. Par exemple, quand il arrive. Donc je pense qu'il est arrivé un peu tôt. Il avait aussi le souci d'être asthmatique et d'avoir des petits problèmes d'allergie, ce qui lui a causé de nombreux problèmes, notamment sur le Giro. Les 2 fois où il a fait le Giro, il a eu des problèmes respiratoires. Mais oui, je me dis toujours que il aurait peut-être pu faire mieux, et Calmejane, ça reste toujours une énigme. Hein. Donc lui aussi qu'après sa retraite, ça reste une énigme parce que c'est quand même un coureur dont on attendait mieux, Lilian Calmejane. Et puis je termine avec Marc Sarrault. Marc Sarrault, on pensait qu'en 2020, quand il y a cette chute au Tour de Pologne, quand cette chute arrive, alors moi je me souviens, je suis en vacances à ce moment-là, donc je ne débriefe pas le Tour de Pologne. Mais je me dis à ce moment-là, c'est Jacobsen qui va avoir du mal à revenir. Quand je vois la chute, je me dis c'est Jacobsen qui va avoir du mal à revenir. Jacobsen, il s'est pris une tôle. Et en fait, tu t'aperçois que ça a été très compliqué pour Marc Sarrault. Il y a un Marc Sarrault avant cette chute, il y a un Marc Sarrault après cette chute. Voilà. Il n'a jamais retrouvé le même niveau après. Il a essayé, hein, mais il n'a jamais retrouvé le même niveau. Pour moi, c'était vraiment un coureur qui était très prometteur, un sprinter qui était très prometteur. Il tombe ce jour-là avec Jacobsen, il se fait omoplate, c'est tout le bras qui est pété. Il n'a jamais retrouvé le même niveau. Voilà. Alors bien entendu, ça m'attriste forcément. Il vient de Vierzon, il vient du même département que moi, le Cher, et qu'il n'y a pas 150 coureurs dans le Cher aussi. Hein. Il y a Julien Lafilippe, il y a Marc Sarrault, il y a 4-5 coureurs en ce moment, mais pas beaucoup plus. Mais c'est vrai que je pensais que ça allait être un sprinter qui allait prendre la relève de Démare. Et il y a eu cette chute. Il change d'équipe en plus. Il avait un contrat en plus bien bétonné pour changer d'équipe. Et il n'a jamais retrouvé le même niveau. Il se retrouve chez Groupama cette année. Pas de peau pour lui. Paul Penouet tombe. Donc il devait être le poisson pilote de Paul Penouet. Sauf que ça se passe pas du tout comme prévu. Et au final, il a très peu couru. Et je crois que le monde professionnel, il n'a jamais réussi à s'en remettre mentalement, je pense, de cette chute. C'est vraiment au niveau mental, parce qu'il a vu Jacobsen écrouler par terre. Il a eu en fait le double effet. Il a eu de voir un mec tomber, et le choc que ça fait de voir un mec que tu crois à moitié mort sur le bord de la route, un peu comme chez Film avec Gino Meder. Et en plus, la douleur de la chute et le fait de comprendre que quand tu es sur un vélo en cyclisme professionnel, le fait d'avoir une chute dans ta carrière, ça peut vraiment impacter ta vie de tous les jours. Et je pense qu'il n'avait pas conscience de ça à ce moment-là. Peut-être pas autant conscience de ça à ce moment-là. Et qu'après, mentalement, il n'a jamais réussi à revenir. Pour moi, c'est mentalement qu'il n'a jamais réussi à revenir. Parce que la prise de risque, il n'arrivait plus à le faire.
la pression de la compétition peut-être. Il y avait plein de choses qui marchaient plus, quoi. Et il s'est dit peut-être qu'avec un rôle d'équipier pour Paul Penouet, ça ira mieux. Ça n'a pas mieux fonctionné. Et puis en plus, il avait qu'un contrat d'1 an et ça a été compliqué à gérer. Et il s'est dit, oui, le cyclisme est plus fait pour moi, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un avant et un après 2020. Vraiment, 2020, avant 2020, voilà, c'est un coureur qui est prometteur. Le jour d'avant, il fait 2e à Katowice pour la reprise. Parce que, voilà, je rappelle que c'était une année particulière. Il fait 6e également d'une course en Australie cette année-là. 2019, il gagne Paris-Bourges, il gagne le Tour de Vendée coup sur coup, ce qui n'est pas évident à faire. Il gagne le classement de meilleur sprinter du Tour de Pologne aussi. Bon, après, il gagne Route à des Vitré, Cholet, Classique Pays de la Loire, Grand Prix de Denain aussi en début de saison. Une étape sur l'étoile de Bessèges. Bon, voilà, il carbure quoi, en cette première partie de saison. 2019, c'est une grande année et je me suis toujours dit que ça aurait pu être beaucoup mieux s'il n'y avait pas eu cette chute. Mais bon, avec des si, il y aurait beaucoup de choses qui auraient été mieux aussi dans la carrière de certains coureurs. Allez, on passe au numéro 1. Numéro 1, la légende du Tour de France. Le sprinter, peut-être le sprinter le plus performant de l'histoire. Ça se voit avec Petacchi et Darrigade. Cavendish. Mark Cavendish. C'est exceptionnel. Non, mais la carrière de Cavendish, elle est exceptionnelle. 35 victoires sur le Tour de France, donc plus que Merckx. On pensait ce record difficilement atteignable il y a 15 ans, quand il a commencé. 17 victoires sur le Tour d'Italie, et puis 3 victoires quand même sur le Tour d'Espagne. Et puis de nombreuses victoires sur les grands tours, champion du monde, vainqueur de Milan-San Remo aussi. Et puis la carrière, la manière dont ça s'est déroulé, l'histoire derrière la carrière. Il fait déjà le choix de ne pas commencer en Grande-Bretagne. Je rappelle, quand il arrive, on est en 2005. Première année chez les pros. Le projet Sky, il est à peine lancé en 2005. En 2004, JO de Londres, JO, le match entre Paris et Londres pour les JO de 2012, 2004, c'est Londres qui gagne, lendemain les attentats, Paris ne gagne pas. Le projet de départ des Jeux de Londres, c'est de former des jeunes Britanniques à tous les sports, de créer une nation sportive, et pas seulement spécialisée dans un sport. C'est l'idée des JO de Londres. C'est ce qui fait la différence avec Paris, avec le projet de Paris à l'époque. C'est qu'il n'y a pas ce côté, on va créer des jeunes champions. Dans le projet Londres, il y a l'idée de créer des jeunes champions. C'est ce qui fait la différence majeure entre les deux projets et ce qui permet à Londres de gagner. Ensuite, il faut lancer les structures. À l'époque, ils n'ont pas d'équipe professionnelle. En Grande-Bretagne, de haut niveau. Il n'y a pas les structures. 2005, c'est encore un petit peu tôt quand Cavendish arrive. Il rejoint donc le Team Sparkasse, qui était la réserve de la T-Mobile. Sauf qu'à l'époque, on n'appelait pas ça totalement ça. Bon, 2005-2006, des bonnes saisons. Je rappelle que quand il commence, si vous voulez vous marrer, parce que ça a été toujours le match entre les deux, j'aurais même bien aimé voir la réaction de Greipel à la retraite de Cavendish. Alors il commence pas avec Greipel, Greipel arrive un petit peu après. Mais à l'époque, il commence avec André Schulze, qui était un grand sprinter allemand, avec Lars Teutenberg, qui est le père de Tim Tom Teutenberg, je crois. Je vérifie, mais je crois que c'est ça. Voilà. Thomas Foten, qui était le frère de Marcus, qui était coureur à la Gerolsteiner, Steiner, et puis Edward Clancy aussi, qui est dans cette formation-là, coureur britannique qui a fait beaucoup de saisons dans des équipes continentales. Voilà, puisqu'il a rarement été... mais qui a remporté pas mal de courses exotiques. Ensuite, il a rejoint la T-Mobile, donc 2006 en tant que stagiaire, 2007 le vrai contrat. Sauf que quand il arrive à la T-Mobile,
comme d'autres coureurs, c'est une T-Mobile qui est en fin de cycle. C'est une équipe, en 2006, qui n'est plus du tout l'équipe dominatrice qui était là il y a encore 3-4 ans avant. C'est l'équipe avec Vinokourov, avec Jan Ullrich, avec tous ces talents-là. C'est une équipe qui essaye de se reconstruire, enfin qui essaye de reconstruire un groupe. Pas de peau, il va y avoir tout le dopage qui va toucher le cyclisme international à ce moment-là, notamment l'affaire Puerto, et le fait que la télévision allemande à l'époque décide d'arrêter de diffuser le Tour de France. C'est-à-dire que la télévision allemande, la télévision publique allemande décide d'arrêter de diffuser le Tour de France. Du jour au lendemain, pendant un Tour de France. C'est-à-dire, elle dit, il y a trop d'affaires de dopage, nous on ne veut pas montrer ça à nos jeunes téléspectateurs, en plus du dopage qui touche des coureurs allemands, hein, notamment Sienkiewicz, nous on ne veut pas montrer ça. Donc, avec André Greipel, parce que les deux se retrouvent dans la même équipe, d'autres jeunes coureurs se disent, mais comment on va faire? Comment on va faire? Parce que, voilà, on était dans l'une des plus grosses structures, sauf que, déjà, on est un peu considérés comme des dopés. Il y a Schleck aussi à l'époque, il y a Bernard Heisel. Et heureusement, ils arrivent à retrouver le team HTC, donc à trouver un nouveau sponsor, ce qui va lancer le team iRoad. Je vous parle beaucoup de team iRoad, le team Columbia iRoad parce qu'il a eu plusieurs noms, et qui va avoir comme objectif de dominer le monde du sprint. C'est ça l'idée. Pendant 3 ans, tous les meilleurs sprinteurs sont chez iRoad. Le meilleur train, c'est chez iRoad. Donc chez Columbia, il y a toutes les stars, il y a Boasson-Hagen, il y a Cavendish, il y a Schleck, vous avez Heisel, qui est encore très rapide à l'époque, vous avez Greipel, vous avez Adam Hansen, Georges Hincapie qui emmenait bien à l'époque, Tony Martin, Pinotti, Rabon, qui était un très bon mec qui faisait du cyclocross avant un autre Tchèque, très connu, et Bradley Wiggins. Je me souvenais pas que Bradley Wiggins était dans l'équipe. À l'époque, Bradley Wiggins n'était pas aussi bon qu'aujourd'hui, qu'après. Ils vont dominer les sprints. Ensuite, il devient le meilleur sprinter du monde, il domine tout. Bon, Columbia s'arrête, parce que le team a besoin, en 2011, de mettre autant d'argent dans le cyclisme. Ils ont de la notoriété, voilà. En plus, HTC, je crois que c'est le moment où les téléphones vont plus très bien. Donc, le sponsor décide d'arrêter. Une fois l'arrêt du sponsor, tout le monde veut de lui, à ce moment-là. Il décide de rejoindre la Sky. Pourquoi? Projet alléchant du côté de la Sky. Déjà porter le maillot de champion du monde dans une équipe anglaise. Ça, c'est alléchant. Et surtout, un programme qui doit l'emmener vers le titre de champion olympique à Londres en 2012. Il y a une idée derrière la tête. Donc, de tout préparer pour qu'il soit champion olympique en 2012. Ça ne se passe pas du tout comme prévu à Londres en 2012. La course est difficile. Et il décide de quitter la Sky. Déjà, il n'avait qu'un contrat d'1 an. Il décide de quitter la Sky. Il ne renouvelle pas. Parce qu'il a été obligé d'être le larbin de Wiggins, des grimpeurs. Et qu'à l'époque, Mark Cavendish, c'est le mec le plus arrogant au monde. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler à l'époque, il sait qu'il est fort. Et il le fait bien sentir à tout le monde en interview. Qui est El Champion, quoi. Donc c'est un mec qui est assez détestable quand même à l'époque, Cavendish. C'est pas le mec le plus sympathique au monde. On le voit chez Omega Pharma Quick-Step. Premier contrat chez Omega Pharma Quick-Step, ce qui est la meilleure à l'équipe à l'époque pour lancer des sprints. Patrick Lefebvre sent bien le coup. À l'époque, il lance parfaitement les sprints. C'est pas si facile que ça quand même chez Omega Pharma Quick-Step. Les années sont pas... Voilà, c'est pas parfait non plus. Dans cette période-là, de 3 ans. 2013, c'est très bien. 2014, c'est beaucoup plus compliqué en termes de résultats. 2015, c'est moyennos, son tour 2015. Il remporte qu'une étape et on se dit, est-ce que c'est pas la fin de la domination totale? Surtout qu'à l'époque, tu as Greipel qui est très fort. Et
certains se disent ah, c'est peut-être la fin de Cavendish. Bon, l'année d'après chez Dimension Data, il retrouve des résultats fantastiques en 2016. Et puis 2016, je dirais que c'est le début des galères après 2016. 2016, très bien. 2017, année blanche. Quasiment. À partir de Tirreno. Il n'arrive plus à performer comme il le souhaitait. Et après, il va vivre 4 ans de cauchemar. Mais quand je dis de cauchemar, c'est que le mec arrive même pas à finir des courses. Une première étape de Paris-Nice, il arrive déjà pas à la finir. Il y a eu des moments comme ça de détresse. Et certes, il est toujours passionné par le cyclisme. Certes, il arrive à obtenir des contrats. Il avait en plus un gros contrat avec Dimension Data à l'époque, qui avait de l'argent, qui avait beaucoup misé sur lui. Mais il y a un moment, il se dit je ne sais pas comment je vais continuer, quoi. Et puis vient l'année 2020. Il arrive chez Bahrain McLaren. Plus du tout les mêmes ambitions qu'à l'époque de Dimension Data. Pas un rôle de leader. Il est là pour épauler Phil Bauhaus dans un premier temps. Et puis ensuite, on verra s'il arrive à retrouver des bonnes jambes. Bon. Tour d'Arabie Saoudite, super. Il fait poisson pilote pour Bauhaus. Gros match face à Bouhanni. Entre Bauhaus et Bouhanni pour la gagne. Donc ça se passe bien sur le tour de Saudi Tour. Il fait l'UAE Tour derrière. Toujours dans l'idée d'aider Bauhaus. Et puis, pas de chance pour lui, la Covid. Et ça redémarre dans des situations extrêmement compliquées. Et on se souvient tous de sa détresse sur les classiques belges en fin de saison. Notamment sur Depan Tour, mais même le Tour des Flandres. Il est en détresse totale, il n'arrive pas à finir. Et puis il est en pleurs sur le vélo. Il se dit à ce moment-là, c'est ma fin de carrière. Et ce qu'on retiendra, c'est ces 5 dernières années qui ont été catastrophiques. Un peu à la dernière minute, avec un petit salaire, Patrick Lefebvre décide de l'engager en 2021. Et là, on retrouve le grand Cavendish. Et je me souviens de sa victoire d'étape, la première en 2021. Quand il gagne à Fougères. Sprint en plus, il y a un gros match parce qu'il y a un coureur qui en échappé jusqu'à 4 bornes de l'arrivée. Je ne sais plus qui en échappé jusqu'à 4 bornes de l'arrivée. Je ne sais pas si c'est pas Bonamour. Et ils reprennent le coureur devant, mais tardivement. Et puis après, le sprint, tout se déroule à la perfection. Et là, pouf, il gagne. Et là, je me dis, wow, on a retrouvé le grand Cavendish. Il va enchaîner les victoires. Il va même remporter le maillot de meilleur sprinter. Et puis après, la machine est relancée. On pense. 2022, un petit peu plus compliqué. Mais bon, il est quand même présent sur le Giro. Il gagne une étape sur le Giro, mais l'année est moins bonne. Lefebvre veut pas le renouveler avec un plus gros salaire. Il dit c'est trop risqué, moi je prends pas le risque. Il trouve refuge chez Astana, contrat d'1 an chez Astana. Et début de saison, pas top. Hein, on va pas se mentir, c'est très compliqué. Et puis arrive le Giro. Enfin, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il a du mal à être performant sur ses sprints. Il est bien placé, mais quand il déclenche son sprint, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il reprend la confiance sur le Giro, il remporte la dernière étape du Giro, aidé avec Geraint Thomas, cette image assez folle. Il arrive sur le Tour de France. Étape de Bordeaux, il est à 2 doigts de gagner sa 35e victoire, il n'en manque plus, c'est l'objectif avec Astana. Il passe pas très loin, il déraille, donc c'est pas lui qui gagne. Le lendemain, il abandonne, fracture de la clavicule. Et il décide de repartir en 2024, sauf que première partie de saison, il gagne une étape sur le Tour de Colombie, mais après c'est nulle part. Il a même du mal à finir dans les délais de certaines épreuves. Tour de Turquie qui est catastrophique par exemple. Il gagne sur le Tour de Hongrie une étape. Ça ne le remet absolument pas en confiance. Tour de Suisse transparent. Et puis là, deuxième sprint,
du Tour de France. On a eu le sprint à Turin, il n'était pas dans le coup. Début de Tour de France catastrophique, il est à 2 doigts d'être hors délai lors de la première étape où il vomit, enfin il est vraiment dans un état lamentable. Parce qu'à cause de la chaleur, hein, coup de chaud. Et puis ce sprint à Saint-Vulbas, où là, je me dis, il y a tout le Cavendish nouveau qui est dans ce sprint. On a connu le Cavendish hyper arrogant, sprinter de train, dans sa première partie de carrière. Et puis déjà, chez Dimension Data, il évolue, parce qu'il n'a pas le meilleur train chez Dimension Data. Ensuite, il a tous ses problèmes physiques. Chez Quick-Step, il évolue aussi. Il est plus mature, et puis il est surtout beaucoup moins arrogant, beaucoup plus sympathique. Et chez Astana, il est devenu sympathique. Il est devenu... Je pense qu'on aurait eu une image de lui s'il n'y avait jamais eu de coup dur, du mec arrogant, dominateur à la Cipollini. Je pense qu'il fait la différence avec un Cipollini, outre le fait qu'il y a le dopage, c'est qu'il a eu un moment difficile dans sa carrière. C'est un peu comme Petacchi. Petacchi, il a eu des moments compliqués dans sa carrière. Dans la deuxième partie de sa carrière. Il n'était plus aussi dominateur qu'avant. Quand il remporte le maillot vert sur le Tour de France, ça change un peu la donne sur la carrière de Petacchi. C'est pareil avec Cavendish sur ses dernières victoires. Et notamment cette dernière victoire parce qu'il fait preuve d'une intelligence folle dans sa manière de sprinter. Vraiment, c'est un coup de génie tactique, mais de placement, de prise de risque, mais suffisamment calculé, parce que c'est ce qu'on lui reprochait aussi à un moment en début de carrière, enfin vers 2012-2013, c'est qu'il prenait des risques à tout va. Là, il ne prend plus des risques à tout va. Il regarde derrière, ça passe, super sprint sur la fin. Et pour moi, ensuite il finit son Tour de France, mais pour moi c'est son dernier jour de carrière, il est là. Il a gagné la 35e victoire, après c'est fini. J'ai réussi ma carrière, j'ai réussi mon objectif. 165 victoires en carrière, allez c'est bon, c'est fini. Parce qu'après sur la suite du Tour de France, il n'arrivera pas à faire aussi bien. Et il n'arrive même pas à rentrer dans le top 10, même sur la suite du Tour de France. Parce qu'il a réussi. Mais la carrière de Cavendish, pour moi, elle est faite de haut, de bas. Et c'est qui fait que sa carrière est magnifique. Et qu'il a réussi là aussi sa sortie. S'il ne gagne pas sur le Tour de France, on est un peu plus triste. S'il ne gagne pas sur le Giro l'année dernière, voilà. Il gagne sur ces deux courses-là, ça change la donne. Voilà. Et cette histoire sur cette 35e victoire qui a été si difficile à récupérer, il a attendu 2 ans pour aller chercher cette 35e victoire. Ce record qui, en 2020, semblait inatteignable. Eh bien, ça a changé ma vision de la carrière de Cavendish. Je peux vous dire qu'il y a 5 ou 6 ans, je ne l'aurais pas mis aussi haut dans un classement. Mais là, voilà, il y a toute l'histoire derrière qui est assez dingue autour de Cavendish. Bon, bien c'était le dernier de ce classement, enfin le vainqueur de ce classement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il va y avoir d'autres top 10 sur la chaîne, il y en a peut-être déjà en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. C'est Amaec Production. Ciao, ciao!